Bonjour à tous, donc je pense voilà, c'est bon, on est au complet. Donc merci à tous d'être présents. Donc le sujet de cette table ronde est le financement, comment monter financement et juridiquement son projet d'expérimentation. Donc lorsque l'on parle de projet d'expérimentation, d'innovation avec des acteurs publics, la première question qui apparaît souvent est celle du financement et du cadre juridique. La question des contraintes liées à la commande publique est souvent posée. Donc Alizé, ce matin, vous a fait une présentation du livre blanc. Donc ces deux sujets-là font écho au commandement numéro 4, des engagements contractuels de chacun, tu t'assureras, et le commandement numéro 5, une stratégie de financement, tu co-construiras. Donc pour parler de ce sujet, nous avons réuni 5 intervenants autour de cette table ronde qui pourront chacun apporter une perspective différente sur ce sujet. Donc je vous présente en premier Maître Sabatier, avocate associée, spécialisée en droit public des affaires à l'agence Pérical Sabatier. Ensuite, nous avons Monsieur Exbraya, chef de service développement territorial à la maison de Châlons-en-Champagne, maison de la région de Châlons-en-Champagne. Nous avons Caroline Viau, chef de projet chez Urban Radar. Nous avons ensuite Philippe Hainaut, directeur de la mission économique et numérique de l'Eurométropole de Metz. Et enfin, Sébastien Malangeau, directeur du projet France Expérimentation. Donc souvent, lors d'un projet d'expérimentation territoriale, un des premiers enjeux est de déterminer la posture juridique de la collectivité. En effet, certaines expérimentations s'insèrent dans le cadre d'un achat de la collectivité, mais dans d'autres cas, la collectivité n'est pas positionnée en acheteur. Peut-être que Maître Sabatier peut nous éclairer sur les différents cadres juridiques pour initier cette table ronde. Merci de me donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. On l'a vu ce matin, effectivement, il y a beaucoup d'enjeux de société, d'enjeux économiques et aussi d'enjeux écologiques qui sont des boosters d'innovation. Et avant de répondre précisément à votre question, je voudrais illustrer cette considération avec la loi climat et résilience d'août 2021 qui va imposer tout un tas d'obligations dans le domaine de la commande publique qui, à n'en pas douter, vont contraindre les acheteurs et les entreprises à booster leurs solutions et leurs besoins d'innovation. Je tâcherai de l'illustrer peut-être tout à l'heure. Alors effectivement, il y a différents outils juridiques qui existent. Ils sont nombreux et ils sont souvent méconnus. Il y a deux grandes catégories d'outils juridiques. Il y a ceux qui ne relèvent pas de la commande publique et ceux qui relèvent de la commande publique. On l'a dit un petit peu tout à l'heure lors de cette matinée. Pour citer cette première catégorie d'outils juridiques qui ne relèvent pas de la commande publique, il y a eu une très bonne question d'un monsieur tout à l'heure qui portait sur la possibilité d'octroyer une subvention pour favoriser un projet d'innovation. D'un point de vue juridique, la réponse est clairement oui. Il est possible d'octroyer une subvention qui peut donc consister en le versement d'un apport financier par la collectivité à une entreprise et qui peut aussi consister en un soutien en nature, c'est-à-dire la mise à disposition d'un équipement à une entreprise qui va pouvoir occuper cet équipement et développer son projet d'innovation. La condition pour octroyer une subvention qui est discrétionnaire pour une collectivité, et il faut bien sûr, on l'a dit aussi ce matin, que ça réponde à un critère de compétence, donc on ne se rapproche pas de n'importe quelle collectivité pour obtenir une subvention dans tel ou tel projet. La condition, c'est de répondre à un besoin, à un objectif d'intérêt général. Et cette subvention, elle peut être octroyée à la suite d'un appel à projet. Ce n'est pas obligatoire, mais on voit la notion d'appel à projet fleurir un petit peu partout. Certains ont appelé ça aussi des appels à manifestation d'intérêt. C'est des notions un peu creuses, mais en tout cas pour l'appel à projet, c'est effectivement le procédé par lequel des collectivités vont signaler qu'elles sont à l'écoute d'entreprises pour examiner leurs projets et dans le respect de garanties d'impartialité et de transparence, octroyer la subvention en question qui sera donc soit financière, soit en nature à une entreprise.
À côté des subventions, au sein des outils qui ne relèvent pas de la commande publique, je crois qu'il faut aussi citer les conventions d'occupation domaniale, qui sont un véhicule juridique qui peut aussi être utilisé pour favoriser un projet d'innovation. Donc voilà pour la première grande catégorie, si on doit assez schématiquement, dans les quelques minutes qui me sont imparties, exposer les choses de façon synthétique. Voilà la première grande catégorie d'outils à la disposition des collectivités et des acteurs privés, les outils qui ne relèvent pas de la commande publique. Et il y a cette autre catégorie dont on a beaucoup parlé et que vous connaissez évidemment, qui est la catégorie des outils qui relèvent de la commande publique. Donc dans cette catégorie-là, c'est l'administration qui a l'initiative du besoin. Et d'ailleurs, en jurisprudence, quand on arrive à porter un contentieux devant le juge, distinguer la subvention du marché public, un des critères pour le juge, c'est de déterminer qui a été à l'initiative de la commande. Est-ce que c'est une entreprise, une association qui a réclamé de l'argent pour mener à bien un projet d'intérêt général, ou est-ce que c'est l'administration qui a exprimé un besoin et qui est donc à l'initiative de cette commande ? Et dans le champ de la commande publique, il faut aussi souligner un point qui a été de façon un peu sous-jacente évoqué ce matin, c'est l'importance des échanges entre les acteurs publics et les acteurs privés. On a vu, c'est décisif pour lancer des projets d'innovation, c'est se parler. Le partage a été évoqué par un précédent intervenant, la culture du partage. Et là, je ne peux donc que souligner l'importance du sourçage ou sourcing, qui permet, et c'est maintenant expressément consacré dans les textes, aux collectivités acheteuses de rencontrer des opérateurs privés pour se mettre à la tendance de ce qui se propose en termes de techniques nouvelles, parce qu'on ne peut pas être un bon acheteur si on reste à son bureau et qu'on ne sort pas de sa collectivité. Les acheteurs étaient avant très frileux pour rencontrer les acteurs privés, craignant des soupçons de favoritisme, etc. Maintenant, c'est consacré dans le texte. Chaque acheteur peut engager un sourçage ou un sourcing. Et les entreprises privées peuvent aussi être à l'initiative de ces échanges. Donc le sourçage a une importance déterminante pour tout achat, et a fortiori quand on a envie politiquement, économiquement, de se lancer dans des projets d'expérimentation qui vont donc permettre de favoriser les solutions innovantes. Et alors après, il y a des dispositifs dans le champ de la commande publique qu'on connaît aussi. Je pense au marché inférieur à 40 000 €, marché de gré à gré, qui ne vous contraint pas, vous les acheteurs, à engager des procédures de publicité et de mise en concurrence. Il y a aussi les MAPA que je voudrais souligner, parce qu'en dessous de certains seuils, vous pouvez engager un MAPA et négocier. Et la négociation, si vous avez fixé les critères qui vont bien, peut vous permettre de favoriser les projets innovants. Parce qu'on a parlé de marché d'innovation, on pourrait parler aussi de partenariat d'innovation, on pourrait parler, j'en dirais un mot quelques secondes, des procédures dérogatoires. Mais il ne faut pas oublier que dans tous les dispositifs dits de droit commun, comme les MAPA ou l'appel d'offres, qui est la procédure de base, il y a aussi des petites astuces, si je puis dire, pour que les acheteurs favorisent des projets innovants. On peut fixer un critère qui va porter sur l'innovation dès lors qu'il est en rapport avec l'objet de l'achat. On peut demander des variantes, c'est-à-dire des alternatives sur le plan technique, financier, qui vont aussi permettre de favoriser des offres innovantes. Donc, le marché de gré à gré en dessous de 40 000, le MAPA, l'appel d'offres avec quelques astuces, et puis bien sûr des dispositifs un peu plus exceptionnels, c'est-à-dire dérogatoires, comme la procédure concurrentielle avec négociation ou le dialogue compétitif, puisque un des 6 cas qui autorisent le recours à cette procédure dérogatoire, c'est notamment qu'il n'existe pas de solution immédiatement disponible. Donc, qu'on a envie de recourir à des solutions innovantes. Et il y a aussi le marché d'innovation. On a appris, alors que le bilan était mi-figue, mi-raisin, qu'il allait être pérennisé. Donc c'est une bonne nouvelle. En dessous de 100 000 €, dès lors qu'on a démontré qu'il y avait donc un achat d'innovation, on peut recourir à ce marché de gré à gré qui n'oblige pas à la négociation, mais c'est dommage de s'en priver. Et il y a aussi le partenariat d'innovation, qui est un procédé très complexe sur lequel je ne veux pas forcément insister, parce que tout le monde ne se lance pas dans un achat de R&D. Et je pense que c'est davantage à la portée des collectivités de se lancer dans les outils que je viens de citer. Je voudrais insister sur une chose avant de transmettre le micro,
c'est que les procédures dérogatoires que j'ai indiquées, elles doivent faire l'objet d'une justification. Il doit y avoir une traçabilité. Il est plutôt facile de les engager. Il ne faut pas en avoir peur. Et je pense que le bilan mi-figue, mi-raisin du marché d'innovation est lié au fait que les collectivités ne connaissent pas bien ce procédé et ont certainement des craintes à l'engager. Mais comme toute procédure dérogatoire, la procédure concurrentielle avec négociation, le dialogue compétitif, le marché d'innovation, il faut, avant d'engager la procédure, justifier qu'on est bien dans le clou de l'innovation. Et le clou de l'innovation, c'est donc faire un achat de procédés, de travaux, de services, de fournitures qui sont innovants, c'est-à-dire qui sont soit nouveaux, soit sensiblement améliorés. Et dans cette deuxième partie de la définition, on imagine aisément que le champ est beaucoup plus large, sensiblement amélioré. Ça peut viser beaucoup de situations. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut assurer une traçabilité de tous ces contrats, évidemment. Il faut écrire les choses, même dans l'hypothèse d'une subvention. Il faut toujours, en bonne juriste que je suis, je vous donne le conseil, quand on veut se protéger, on écrit les choses. Et il faut donc tracer, c'est-à-dire par écrit, obligation de traçabilité, de tout ce que vous allez prendre comme obligation et accorder comme droit à l'acteur public ou à l'acteur privé. Merci Maître Sabatier pour ces explications. Donc, comme nous venons de l'entendre, dans certains cas, la collectivité est en position d'acheteur et pas dans d'autres cas. Cela dit, ce n'est pas pour cette raison qu'il n'existe pas de moyens de financement public. Donc cette fois-ci, je me tourne vers Monsieur Exbraya en qualité de chef de service développement économique. Vous êtes amené à orienter entreprises et collectivités vers des guichets de financement, qui soient régionaux, nationaux ou européens. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous brosser un petit tableau des différents moyens de financement mobilisables dans le cadre de projets d'expérimentation ? Oui, merci de me passer la parole. Didier Exbraya, donc effectivement, je suis à la région Grand Est, service développement territorial, et la vocation de la région, c'est d'accompagner les porteurs de projets, aussi bien les entreprises que les collectivités. Donc là, dans le sujet d'aujourd'hui, nous sommes à la fois sur l'innovation et aussi sur l'expérimentation avec des collectivités. Ça veut dire aussi qu'on intervient du coup en tant que... Alors, je ne vais pas parler qu'au nom de la région, hein, comme vous l'avez évoqué. L'idée, c'est de pouvoir accompagner un projet autour de toutes les sources de financement existantes, et puis également trouver les conseils et les accompagnements divers et variés. Pour ce qui concerne la région et par rapport aux entreprises, par rapport aux startups qui cherchent à expérimenter avec une collectivité, déjà, on va pouvoir accompagner déjà la startup ou l'entreprise au travers de bourses qu'on peut mettre en place, qui sont prescrites notamment par des accélérateurs, des incubateurs, type Innovact, pour citer celui de Reims, mais aussi Rimbotech pour Charleville, ou la Technopole de l'Aube, ou les incubateurs lorrains, pour n'oublier personne, Semia également en Alsace. Enfin voilà, donc il existe déjà des sources de financement par rapport aux entreprises et j'allais dire aux startups pour démarrer, pour une forme de fonds d'amorçage finalement pour démarrer l'activité. Et puis bien entendu par rapport à un projet d'expérimentation quel qu'il soit, alors je reste bien dans le volet entreprise et je traiterai tout à l'heure du volet collectivité. Pour la partie entreprise, il peut y avoir évidemment des aides assez importantes sur le volet recherche, développement et innovation, parce qu'en fait c'est une des priorités à la fois européenne, régionale, nationale et, j'allais dire, une priorité au sens large du terme. Et les possibilités d'accompagnement sont quand même assez conséquentes, avec des possibilités, alors je vais prendre le cas de la région, au travers des aides à l'innovation, c'est de la subvention la plupart du temps, et c'est des prises en charge qui peuvent aller entre 25 et 50%, soit sous forme de subvention ou d'avance remboursable.
c'est assez important pour certains projets et qui peuvent en plus être abondés s'il y a l'intervention d'un laboratoire de recherche ou d'une université ou d'un centre divers et varié en partenariat. Lui aussi peut être accompagné dans ce cadre-là. Voilà. Donc ça, c'est le côté région, mais il n'y a pas que la région qui apporte des aides à l'innovation, il y en a bien d'autres. En particulier, je vais citer évidemment la Banque publique d'investissement, la BPI, qui a tout un programme d'accompagnement sous forme de parcours qui va justement de l'amorçage jusqu'au développement du projet. On est plus là plutôt sur du prêt, hein, on est dans le cadre d'une banque, mais il peut y avoir le cas échéant aussi de la subvention, notamment dans le cadre de l'amorçage, avec par exemple, dans le cadre de la French Tech, des possibilités d'accompagnement. Donc BPI, donc deuxième acteur aussi important. Troisième acteur tout aussi incontournable, on retrouve également l'Europe et les fonds européens. Au travers des accompagnements, on a parlé beaucoup d'appels à projets, et il y en a côté européen un certain nombre qui sortent tout au long de l'année, et puis également peuvent intervenir soit en complément d'aide financière qu'on peut accorder, ou même parfois directement et seul, surtout quand on est dans le cadre d'appel à projet, peuvent intervenir à des taux d'intervention qui sont assez importantes. Alors bon, la seule difficulté qu'on peut rencontrer au travers de ces différentes aides que j'évoque, mais de manière assez... je rentre pas trop dans le détail, parce qu'autrement on en a pour un certain temps, mais la difficulté que vous pouvez rencontrer à chaque fois, c'est des critères qui ne sont pas toujours les mêmes, des tailles d'entreprise, enfin la taille peut varier, et surtout ce qui est important, c'est surtout valider le fait qu'il s'agit bien d'un projet innovant. C'est la première question qui est posée, c'est le premier élément qui va être étudié dans toute instruction de demande d'aide, quelle que soit l'acteur participant. Voilà. Voilà. Et puis, je n'ai pas cité un acteur, mais que je vais évoquer maintenant, mais j'en parlerai de nouveau pour la partie plutôt collectivité, c'est la Banque des Territoires qui peut aussi intervenir de manière un peu, sur des projets un peu stratégiques, sur lesquels, en fait, il est considéré comme important pour le territoire, puisque c'est quand même la Banque des Territoires, c'est cette approche-là, avec, par exemple, voilà, ils vont aller sur des sujets qui sont, par exemple, sur l'énergie, sur des sujets, sur le tourisme, sur des questions qui leur paraît important. Voilà. Donc, il n'y a pas forcément un cadre bien défini, mais en fonction de la stratégie du moment, la Banque des Territoires va pouvoir intervenir soit sous forme d'emprunt ou de prêt, ou éventuellement même en prise de participation. J'ai oublié de citer que la BPI aussi pouvait également intervenir dans ce cadre précis. Donc voilà, l'approche, elle est plutôt par rapport à l'entreprise, par rapport au fait que c'est un projet innovant ou pas. Ça, j'ai oublié de citer également l'État, qui peut intervenir également dans le cadre de différents programmes d'appel à projets qui sont mis en place tout au cours de l'année. Et puis, il y a quand même le plan d'investissement d'avenir de l'État et région, d'ailleurs, Grand Est, qui permet aussi de lever des fonds sur des projets, notamment des projets d'innovation à caractère stratégique. Voilà. Donc ça, pour les entreprises. Quand on passe sur la volet expérimentation et côté collectivité, là aussi, on ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas si c'est un projet innovant, mais on va plutôt regarder la thématique. Si c'est de l'environnement, si c'est un projet sur la santé, un projet sur l'amélioration du cadre de vie. C'est plutôt ce qui va orienter l'accompagnement sur une expérimentation. Je vais prendre un exemple, je vais illustrer mon propos. Par exemple, si on a une collectivité qui dit, voilà, moi, ma problématique, c'est gérer les déchets, réduire les déchets et trouver une solution. On trouve un partenaire, une entreprise qui a une solution innovante. Dans ce cadre-là, ça rentre dans un schéma pour la région et pour l'État aussi, qui s'appelle le SRADET, par exemple, schéma régional d'aménagement du territoire durable. Enfin, je réduis un peu le terme, mais en gros, dans ce schéma-là, l'idée, c'est d'accompagner les collectivités dans le cadre d'économie à la fois des déchets, le développement durable, ça fait partie d'une priorité. Donc on va décliner des dispositifs d'aide.
Voilà. Donc là, on a par exemple dans ce domaine précis, pour continuer dans mon exemple, ça sera par exemple jusqu'à 100 000 € d'aide par collectivité, avec un abondement possible si c'est un projet innovant. Si c'est un autre, on prend d'autres thèmes, par exemple l'énergie, ce sera plutôt un acteur, ça va être la région et l'ADEME sur des aides qui peuvent être pour accompagner un projet. Alors je prends l'énergie par exemple, pour être précis, une collectivité qui dit moi je cherche à faire tourner mes bus à autre chose qu'à du gasoil, je cherche une solution, ça peut être de l'hydrogène, ça peut être une autre source d'énergie. À ce moment-là, également, il existe des dispositifs d'accompagnement, soit de la région, soit de l'ADEME ou d'autres acteurs qui peuvent venir accompagner la collectivité dans son projet d'expérimentation. Voilà, on sait un peu le principe. Également, parmi les acteurs que je vais reciter une deuxième fois, c'est quand même la Banque des Territoires. La Banque des Territoires va, là aussi, un peu comme je disais pour les entreprises, mais encore plus pour les collectivités, intervient encore plus directement sous forme de prêts et également sous forme, alors prise de participation un peu moins dans les collectivités, mais en tout cas, elle intervient sous forme de prêts de manière importante s'il s'agit d'un projet stratégique. Et généralement, c'est à peu près, on se retrouve à peu près côté Banque des Territoires avec les positions de la région ou des positions nationales ou européennes. J'oublie pas l'Europe, évidemment, dans ce cadre-là. Beaucoup d'appels à projets qui sont mis en place, soit par le FEDER, donc c'est plutôt tourné économie, développement, les fonds du FEDER, et également le FEADER, qui est un fonds plutôt tourné sur le volet agriculture et surtout ruralité. Beaucoup d'accompagnements qui sont mis en place, avec des appels à projets qui sont souvent très généreux. Le problème des appels à projets, c'est que ça a une durée de vie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand ça démarre, souvent, et on sait quand ça finit, et ça peut des fois finir pas forcément dans le calendrier des projets, ce qui parfois peut poser quelques difficultés, mais comme il en sort quand même régulièrement, en tout cas, il faut rester en veille sur ces différentes possibilités d'aide. Je vais en citer un juste pour illustrer mon propos. Par exemple, le FEADER a sorti un appel à projet on va dire, des petites collectivités avec des accompagnements, des financements à hauteur de 70%, voire pour le monde associatif jusqu'à 100%. Donc ça vaut quand même le coup de se pencher sur la question quand on a un projet. Alors évidemment, je parle d'un appel à projet qui est terminé, en espérant qu'il en sorte de nouveau au fur et à mesure de l'année 2023, puisque maintenant on est parti sur 2023 et sur une nouvelle programmation européenne. Merci Didier. Du coup, peut-être pour finir, je me pose la question, du coup, pour rester en veille, où est-ce qu'on peut trouver l'ensemble de ces aides ? Alors, il y a un site internet qui... alors j'ai oublié le nom du coup du site. Voilà, aideterritoire.fr, c'est ça ? Oui, ça doit être ça. Ouais. Alors ça, c'est sur site internet. Vous allez pouvoir le retrouver aussi sur le site de la région, un certain nombre de dispositifs. Il y a pas mal de moteurs de recherche pour trouver ce que vous attendez. Et puis surtout, comme l'a évoqué mon collègue tout à l'heure à une autre table ronde, on est aussi à votre disposition parce que les outils internet, c'est bien. Nous, évidemment, on a 12 maisons de région. Je représente celle de Châlons aujourd'hui, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter, à la fois pour toutes les questions qui tournent autour des fonds européens. Donc j'ai ma collègue qui est là sur la partie qui est animatrice fonds européens, donc qui va pouvoir vous renseigner sur toutes les questions sur les 3 fonds, donc FEADER, FEDER et FSE. Et puis on est à votre disposition pour vous apporter à la fois, alors pas toutes les réponses parce qu'on est malheureusement on sait des choses, mais on est loin de tout savoir. Par contre, on peut aussi vous mettre autour de la table les acteurs que vous recherchez en termes de financement. Voilà. Et puis, bien sûr, on compte sur Granthinov, qui est l'acteur essentiel pour faire ce travail d'information également. Merci Didier. Donc, suite à ces 2 interventions qui nous ont permis de brosser les cadres juridiques et les moyens de financement, donc il n'y a rien de mieux qu'un bel exemple. Donc on a la chance d'accueillir la société Urban Radar qui peut témoigner sur le cadrage juridique et financier de son projet
avec l'EMS. Donc Caroline, pouvez-vous nous présenter en quelques mots ce projet, quoi? Avec plaisir, Guillaume. Merci beaucoup pour cette prise de parole et puis bonjour à tous. Alors moi, je vais vous raconter un petit peu très rapidement l'histoire du partenariat Eurométropole de Strasbourg et Urban Radar. Donc moi, je suis project manager chez Urban Radar et nous proposons des outils technologiques pour la connaissance et la planification des territoires. Et donc cette histoire d'observatoire, ce projet, a commencé tout d'abord par un intérêt de l'Eurométropole de Strasbourg de créer un observatoire de la logistique urbaine de proximité dans le cadre de la mise en place de la zone à faible émission. Et en parallèle à ça, donc Urban Radar, incubé chez Innovact, qui a été cité précédemment, a reçu une première aide au développement, une aide au premier développement de la région dans le cadre de cette incubation, donc une aide qui était à peu près équivalente à 200 000 euros. Mais Urban Radar cherchait un territoire pour faire une application concrète, un cas applicatif, plutôt que de faire de l'expérimentation hors sol. Et c'est là que Grand Testeur est arrivé. Donc Grand Testeur a mis en relation l'Eurométropole de Strasbourg avec Urban Radar pour réfléchir aux objectifs communs ou également aux procédés qui allaient avoir lieu dans le cadre de ce projet. Validation de tout le monde, tour des services, les élus sont ravis, présentation aux élus, on y va. Petit blocage, sachant que Strasbourg voulait une personnalisation donc, qui correspondait à son cas d'usage et pas juste une expérimentation qui serait réplicable par la suite. Il leur fallait un achat supplémentaire en fait à hauteur de à peu près 20 000 euros. Et dans ce cadre-là, le service des commandes demande une mise en concurrence. Quand on est au-dessus de 10 000 euros, il fallait mettre une mise en concurrence. Voilà, donc comment faire, sachant que Strasbourg était vraiment attaché à ce concept d'innovation dans le cadre de son positionnement en termes de territoire d'expérimentation et d'innovation. Grand Testeur et Urban Radar ont proposé à la collectivité une convention d'achat innovant. Donc les caractéristiques de l'innovation qui étaient présentées étaient plutôt sur une innovation incrémentale, de développement, donc de continuer à améliorer le logiciel et la solution. Et ensuite, pour Strasbourg, c'était aussi une innovation qui permettrait d'apporter une amélioration des services au sein de l'Eurométropole. Voilà, donc Grand Testeur a proposé un modèle de convention d'achat innovant qui a été adapté à ce cas-là, qui a été donc signé et ensuite la collaboration a pu commencer en 2021. Voilà. Donc, ce qui est important de souligner dans ce retour d'expérience, c'est qu'il y a vraiment la mobilisation de tout un écosystème qui a été sollicité en termes de réflexion, d'outillage, et ensuite pour déverrouiller les éventuels blocages qui auraient pu ralentir la commande publique. Alors, un deuxième exemple, si je peux continuer un tout petit peu, de la collaboration avec Strasbourg. Nous avons un deuxième projet avec eux qui est un projet européen. Donc là, on va parler du financement plutôt européen via l'organisme EIT Mobilité. Donc là, ce dispositif a permis de réaliser un projet transeuropéen et de financer non seulement les collectivités, mais aussi les offreurs de solutions. Et là, pour ce faire, c'est un petit peu différent. Urban Radar a mobilisé un consortium de 4 villes européennes et s'est entouré d'organismes de renom, comme Police, comme l'ALE ou l'ELA, ça dépend dans quelle langue on le dit. Et ça a permis finalement de débloquer un fonds d'environ 800 000 euros pour financer ce projet transeuropéen qui permet notamment l'emploi d'un demi-temps complet, si je ne me trompe pas, pour la collectivité. Voilà. Donc ça, c'est également un autre exemple. Donc c'est un projet qui a rebondi du premier, qui était donc finalement une petite personnalisation pour l'Eurométropole, qui a rebondi sur un projet de gestion, cette fois-ci, du curb, donc du bord de trottoir, qui donc finalement étaient 2 pièces complémentaires, à la fois un observatoire des flux logistiques et donc de la gestion du curb,
toute logique, et ensuite donc ce consortium solide, et ensuite le fait que la vocation était également une vocation commerciale, donc de mettre ce produit ensuite à disposition sur le marché. Donc il y avait quand même des obligations de résultats et de continuité. Voilà, donc si je peux terminer avec un petit conseil, pour rebondir sur un conseil qui a déjà été donné, c'est effectivement de vraiment s'entourer, nourrir son écosystème et d'y être actif. Parce qu'on reçoit beaucoup de la région, mais il faut aussi donner beaucoup. Et c'est cet écosystème qui montre le sérieux, la crédibilité et qui permet parfois de réfléchir. Le deuxième conseil, c'est un conseil de curiosité. Parce que nous, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On fournit un service d'analyse et d'aide à la décision par les données, mais si on faisait que ça, on n'y arriverait pas. Donc le deuxième conseil, c'est vraiment d'être curieux, de chercher les financements alternatifs et de chercher sur qui on peut s'appuyer dans son réseau, dans son écosystème, pour pouvoir engager le dialogue avec les collectivités. Voilà, merci. Merci Caroline pour votre témoignage. Donc on vient de voir les moyens qui sont spécifiques au projet d'expérimentation en termes juridiques et financiers, mais ces projets peuvent aussi s'inscrire dans une démarche qui est plus conventionnelle. Donc je me tourne à présent vers Philippe Hainaut. Donc Philippe, pouvez-vous nous présenter le fonctionnement de l'Eurométropole de Metz au sujet des montages juridiques et financiers des projets d'expérimentation, quoi? Merci. Alors, je vais placer mon propos sur la base d'une phrase de Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et cette phrase, elle colle très très bien à la notion d'expérimentation. Et je vais même l'élargir parce que j'aurais tendance à dire « Quand j'expérimente, je gagne et j'apprends ». Pourquoi je gagne? Parce que je mets la collectivité en mouvement. Et on sait bien qu'aujourd'hui, les défis qui sont devant les territoires sont des défis de transition. Transition énergétique, transition numérique, etc. etc. Et puis j'apprends évidemment parce que, à partir d'un besoin et d'une solution potentielle, je vais enrichir la réflexion à la fois de la collectivité pour répondre à son besoin, mais aussi élargir certainement le spectre de chalandise de l'entreprise, voire son catalogue de produits. Alors moi, j'ai démarré en 2018 en montant un dispositif qui s'appelait à l'époque, il s'appelle toujours d'ailleurs, une start-up, une expérimentation. Moi, j'étais l'un des papas de la French Tech locale, puisque j'étais le co-rédacteur avec ma collègue Émilie Pavlac de Nancy sur le dossier French Tech, qui a eu le succès qu'on connaît. Et donc, j'étais au plus proche de l'écosystème des start-up. Et je me posais la question de savoir ce que je pouvais faire pour ces startups. Alors évidemment, on peut donner des subventions, on peut faire des prix de l'innovation, etc. Mais globalement, c'est noyé dans la masse et ça ne valorise pas forcément le territoire. Donc je me suis mis à aller rechercher sur le territoire des problématiques et d'essayer, par rapport à ma connaissance de cet écosystème de startups, de faire matcher un besoin et une solution. Et je l'ai fait. Alors j'ai commencé avec la société Talios. Ça a été un succès parce que ça a permis à Talios d'élargir sa zone de chalandise. Ça a même permis à Talios d'aller sur d'autres marchés que son marché traditionnel. Et puis ça a servi la collectivité parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a résolu, il est toujours pris en compte. Hein, c'était dans une déchetterie, c'est un problème de sécurité et c'est toujours pris en compte. Donc ça, c'était un succès. Alors j'ai eu des échecs. J'ai travaillé par exemple avec Vivoca pour l'office de tourisme et ça n'a pas donné grand-chose. Et pourtant, Vivoca, c'est une entreprise extrêmement performante en matière de reconnaissance vocale. Alors ce cadre, il est intéressant et il s'est opéré comment? Il s'est opéré dans le cadre d'une consultation. Alors pourquoi une consultation normale, en dessous de 40 000 €? Tout simplement parce que les marchés d'innovation, non seulement ils ne sont pas très connus dans les collectivités, mais ils sont un peu mal aimés. Pourquoi ils sont mal aimés? Parce que les collectivités ont tendance à considérer que ces marchés d'innovation ont un impact majeur qui est d'augmenter le seuil, le passer à 100 000. Et il faut savoir que dans certaines collectivités, c'est le cas chez moi, ce fameux seuil de 40, officiellement, il est à 30 ou à 25. Donc vous voyez qu'il faut une dérogation du directeur général des services pour élargir ce seuil. Donc on se bat
et à un moment, on fait une consultation. Donc l'idée, c'est de dire, j'ai un besoin d'un côté et j'ai une ou plusieurs solutions. Et c'est ces plusieurs solutions que je vais mettre en concurrence. Je l'ai déjà fait 4-5 fois. Et cette année, là, en ce moment, on est on a 5 expérimentations en cours. Et j'ai changé complètement le cadre de travail, puisqu'aujourd'hui, pour ne pas avoir à débattre de l'importance du besoin, je tire tous mes besoins de la feuille de route que je pilote, qui est la feuille de route territoire intelligent. Donc c'est une stratégie de type Smart City de la métropole de Metz sur la période 2022-2026. Et c'est elle qui va définir des priorités en matière de déchets, d'énergie, d'environnement et de mobilité. Et ce cadre-là, qui est validé d'ailleurs, ça a été voté hier soir par les élus de l'Eurométropole de Metz, ça me donne un cadre qui me permet de justifier l'intérêt des besoins et évidemment de faire coller les besoins de la collectivité avec l'offre locale. Alors quand je dis locale, la question a été posée tout à l'heure et je pense qu'effectivement il faut raisonner à l'échelle de la région Grand Est. Il y a un catalogue d'offreurs de solutions innovantes et c'est important de faire appel. Et je terminerai dans ma conclusion un petit message justement pour essayer d'apporter une réponse complémentaire à une des questions qui a été posée tout à l'heure. Donc voilà, c'est très important d'oser. Hein, je pense que les élus doivent oser et expérimenter, c'est oser. Et oser, c'est aussi l'ADN d'un entrepreneur. Donc ça permet, au travers de ces dispositifs d'expérimentation, de pouvoir finalement parler le même langage entre des élus politiques et des chefs d'entreprise. Et c'est, à mon avis, extrêmement important. Alors pour terminer, je voudrais juste donner quelques bases intéressantes, quelques conseils, en tout cas quelques enseignements. Moi, j'ai mené un combat qui était celui de sacraliser, sanctuariser un budget d'expérimentation. Donc aujourd'hui, j'ai 100 000 euros tous les ans pour expérimenter. Alors je fais des expérimentations entre 20 et 30 000 euros, donc ça peut en faire 3, 4, voire 5 sur une année, mais c'est important d'expliquer. Ce qui est au cœur de la ville intelligente, c'est évidemment la donnée, capter de la donnée, utiliser, mettre en œuvre des outils numériques pour capter de la donnée qui permettent de piloter les politiques publiques et donc de les évaluer. Donc c'est une logique de pertinence. Quand vous expliquez ça avec des cas concrets en environnement, en mobilité, ça parle aux élus. Ça, c'est très important. Donc, battons-nous dans les collectivités pour obtenir des budgets d'expérimentation. Ça mettra l'expérimentation au cœur des préoccupations et ça permet de construire les transitions. Le dernier élément, je crois que ce qui est très important, ça a été dit dans la première table ronde, mais je voudrais le souligner, c'est qu'au-delà des procédures juridiques, c'est l'évaluation et elle doit nous permettre de démultiplier les expérimentations parce que l'expérimentation que je porte à Metz avec toutes les difficultés qu'on va rencontrer, dans mon rapport d'évaluation, je donnerai les bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques, je suis prêt à les montrer à Strasbourg, à Nancy, à Reims, à Charleville-Mézières, à Troyes, pour que ensemble, on construise un territoire régional qui soit le plus avancé possible en matière de transition. Et je pense que le fait d'exposer les résultats, forcément c'est les résultats, c'est les bons résultats, mais aussi les mauvais, parce que mettre en avant les erreurs, ça permet à d'autres de ne pas les faire. Je pense qu'on a besoin, au niveau de la région Grand Est, d'être un territoire d'excellence, hein, entre Paris et l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse. On se doit d'être excellent pour exister. Et donc, je pense que ces bilans et ces évaluations d'expérimentation doivent nous permettre de se positionner à ce niveau-là. Je vous remercie. Merci Philippe pour ce témoignage de l'Eurométropole de Metz. Donc pour notre dernière intervention, au-delà du contexte juridique et financier d'un projet d'expérimentation, il y a certains freins réglementaires qui peuvent être bloquants. Les innovations peuvent être aussi freinées par la législation réglementation française. Et dans ces cas-là, on peut se tourner vers France Expérimentation. Donc, Monsieur Malangeau, pouvez-vous nous décrire le dispositif de France Expérimentation ? Merci beaucoup, Guillaume. Je vais essayer de
le présenter brièvement, en tout cas sur ces axes principaux. Donc ce programme gouvernemental dont j'ai la responsabilité avec mon collègue Olivier Hébrard qui est présent également. Et c'est un programme qui vise effectivement, lorsqu'on a vu, je crois, dans la matinée, qu'en fait on avait beaucoup d'outils juridiques et économiques mobilisables, mais néanmoins, au-delà de les connaître et de les maîtriser, il arrive parfois que le droit empêche la réalisation de projets innovants. Et donc c'est le constat et c'est la volonté de trouver une solution qui a amené au développement de France Expérimentation. Donc c'est un programme placé sous l'autorité du Premier ministre et piloté par le délégué interministériel à la transformation publique. Et donc qu'est-ce que France Expérimentation? Ça vise à permettre à tout porteur d'un projet innovant ayant une dimension économique et qui estime que son projet, sur la base de son analyse, ne peut pas se faire en l'état du droit français, de solliciter les pouvoirs publics au niveau de l'État pour déroger au cadre juridique bloquant. Donc comme vous le savez tous, comme en France, on est un État centralisé, une bonne partie du droit est quand même concentrée au niveau de l'État. Donc pour dire les choses assez simplement, nous on accueille, dès lors qu'un innovateur un projet et qu'il souhaite mettre sur le marché, parce que c'est peut-être la façon la plus simple d'avancer, un bien ou un service nouveau et qu'il estime que voilà, le cadre juridique français ne lui permet pas de le développer, il peut solliciter France Expérimentation pour demander à l'État d'envisager la possibilité de modifier sa législation ou sa réglementation, puisqu'on intervient sur le législatif comme sur le réglementaire. Voilà, pour tester sa solution et pour permettre au pouvoir public, on l'a évoqué, d'expérimenter une évolution, éventuellement une généralisation des modifications du cadre juridique bloquant. Donc très concrètement, nous, on est un guichet interministériel, je ne vais pas dire un guichet unique parce que pléthore de guichets uniques, mais on est un guichet interministériel, on reçoit les demandes de tout acteur économique, essentiellement des entreprises et des startups, mais nous, on entend aussi l'innovation dans un sens large, voilà, un bien ou un service nouveau. Donc on a aussi des collectivités parfois, on a des associations, on ne fait pas que de la tech, on fait aussi de l'innovation sociale. Et donc lorsque les acteurs nous sollicitent, nous on a un réseau de correspondants dans chaque ministère, hein, c'est un pilotage interministériel. Et donc la logique de France Expérimentation, c'est d'abord d'expertiser juridiquement la demande du porteur de projet. Est-ce que son projet est effectivement impossible à droit constant? La pratique et la complexité du droit nous amènent à conclure que dans à peu près 30 à 35% des cas, on revient vers les porteurs pour leur indiquer que le projet est faisable en l'état du droit par la mobilisation de dispositifs dérogatoires ou parce que l'interprétation faite par l'administration et par le porteur du droit n'est pas exactement la même. Donc dans un tiers des demandes, on sécurise les projets. Et puis pour le reste des projets, une partie peut s'avérer, j'aurais pu le dire dès le début, inéligible, c'est-à-dire que nous, évidemment, on intervient sur le droit au niveau État. Là où on ne peut pas intervenir, c'est sur le droit qui serait à la main des collectivités. Si ce qui empêche le développement d'un projet, c'est la révision d'un schéma d'urbanisme, les règles d'urbanisme au niveau local, c'est pas de notre compétence. Et à contrario, si la norme nationale bloquante se révèle très directement issue d'une norme européenne ou d'un engagement international de la France, on n'a pas cette capacité à déroger, évidemment, aux engagements internationaux de notre pays. Mais malgré tout, il reste quand même une bonne part de la réglementation qui est à la main des pouvoirs publics français. Donc nous, on sollicite les ministères pour l'analyse juridique. Et si le blocage est confirmé, on a 3 hypothèses. Chacun des ministères concernés, celui qui a la plume sur le blocage juridique, mais aussi les ministères intéressés. On peut avoir un sujet de recyclage de déchets médicaux qui va intéresser le ministère de l'économie, le ministère de la santé, bien évidemment, le ministère de la transition écologique. Donc tous les ministères intéressés sont mis à bord et ils se prononcent en opportunité. Est-ce que le projet est vraiment innovant? Est-ce qu'il est possible de maîtriser les risques dans une innovation? Est-ce que ça correspond aux objectifs de la puissance publique? Et chacun va pouvoir se positionner de façon simple sur 3 schémas, soit refuser de donner une suite positive à la demande, soit tout simplement dire qu'effectivement une évolution du cadre juridique serait envisageable.
Et là, on a deux hypothèses. La première qui donne son nom au programme, c'est le fait de mettre en place une dérogation juridique à titre temporaire et expérimental. Et la dernière, c'est de modifier la norme bloquante de manière directe et définitive. Donc, comme vous vous en doutez, c'est un process à ce stade-là pas encore extrêmement long, mais ensuite tout est remonté au niveau du Premier ministre, puisque l'engagement, évidemment, n'est pas pris par les administrations, mais c'est le Premier ministre qui va prendre la décision de donner une suite favorable ou défavorable à chacune des demandes. Si la suite est favorable et qu'elle implique une modification juridique, c'est là où le temps devient un peu plus long. Ça nécessite de passer par une modification traditionnelle du cadre juridique. Donc si c'est un décret ou un arrêté qui bloque, on fait un arrêté ou un décret dérogatoire selon les procédures habituelles. Et si c'est la loi qui bloque, il faut repasser devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc on est sur forcément des délais qui sont relativement longs, mais ensuite avec un impact assez puissant, puisque finalement, des demandes qui peuvent être drivées, enfin qui peuvent être remontées par un acteur, une association ou une entreprise, peuvent aboutir à une modification générale partout en France. Et donc pour l'illustrer brièvement, je pense que c'est un exemple assez parlant. En 2018, on avait lancé un appel à projet en amont du projet de loi Pacte, et on a eu notamment des écoquartiers qui nous ont sollicités parce qu'à cette époque, les règles en matière d'autoconsommation collective étaient limitées, pour faire simple, et je ne suis pas un expert, mais on va dire à un bâtiment. Et donc il y avait la volonté de pouvoir tester des projets innovants au niveau d'écoquartiers à l'époque. Et donc tout ça a été instruit. On est parti initialement sur la perspective d'un cadre expérimental qui aurait été l'ensemble du territoire national, mais en modalité expérimentale. Et puis finalement, on a modifié le cadre de manière un peu plus pérenne avec des signalements expérimentaux, mais donc sur l'ensemble du territoire national sur un périmètre de 2 km. Donc ça permettait évidemment d'avoir déjà des quartiers complets. Et on a eu une deuxième étape, une fois que le cadre avait été modifié au niveau de la loi, ou quelques mois plus tard, des acteurs, on va dire, ultra-ruraux dans le Vercors sont venus nous voir et nous ont dit c'est bien, on peut faire de l'autoconsommation en ville, à Lyon, au quartier Confluence, mais nous, on a 1000 habitants sur un rayon de 10 km, on ne peut pas le faire. Et donc, on a de nouveau modifié le cadre et aussi de manière générale, pas seulement pour ce territoire, mais pour l'ensemble du territoire national. Et après, on a des expérimentations où là, on définit un protocole expérimental avec des acteurs, on définit un territoire. Et en général, c'est effectivement quand on est dans des zones grises du droit, voire même parfois de vide juridique, où il y a un vrai intérêt pour les pouvoirs publics à tester la réglementation et à s'assurer que la réglementation ou la législation définitive frappera bien dans le cœur de cible et qu'on ne se rendra pas compte qu'on est passé un petit peu à côté sur des processus assez longs. Donc voilà, globalement, résumé ce qu'est France Expérimentation. Et évidemment, c'est un dispositif gratuit, ça nécessite de bien anticiper, puisque le temps du droit, malheureusement ou heureusement, est un temps assez long. Mais voilà, c'est un dispositif qui est ouvert à tout acteur et qui est assez simple d'emploi. Et peut-être comment on peut vous solliciter ? Oui, pardon. Alors simplement, on a un dépôt de dossier en ligne sur le site de France Expérimentation. Dossier très simple, qui vous êtes, quel est votre projet innovant, quel est le blocage juridique qui vous amène à penser que vous ne pouvez pas le faire en France, et ensuite, éventuellement, quel est le territoire d'expérimentation que vous envisagez, et quels sont les éléments principaux du protocole expérimental qui pourraient être mis en place. Mais c'est vraiment un dossier très, très léger. Et vous avez un moyen encore plus direct aujourd'hui, c'est d'aller directement sur le stand. Exactement, Olivier et moi, on est là toute la journée, on est à votre disposition, et on est à votre disposition si vous entendez des acteurs ou des territoires qui se posent des questions. Évidemment, on peut toujours être saisi tout au long de l'année. Et merci encore de cette possibilité de présenter ce dispositif qui n'est pas très connu et donc dont on pense qu'il gagnerait à l'être encore plus. Merci. Merci à vous tous. On arrive à la fin de cette table ronde et au moment des questions-réponses. Alors, peut-être j'ai parcouru peut-être les documents aussi. Donc là, on a un guide de l'expérimentation territoriale, les cadres juridiques. Donc ce document est téléchargeable sur le site de Grand Testeur.
directement. On a également dans notre boîte à outils une boîte à contrat type que vous pouvez, donc qui n'est pas accessible aujourd'hui sur notre site internet, donc vous pouvez nous faire une demande par mail directement à l'équipe Grand Testeur, donc soit à moi-même, à Julien Gross ou à Lise Bod, ou une autre personne de l'agence qui nous transmettra l'information. Et après, je vous invite à aller sur les stands de la commande publique Grand Est, de l'UGAP et de France Expérimentation. Voilà, donc c'est le moment. Donc on a à peu près une petite quinzaine de minutes pour les questions-réponses. Donc je vous invite, si vous avez des questions, à poser vos questions. Rebonjour. Déjà, merci beaucoup pour ces témoignages. J'ai du coup 2 questions. La première, elle s'adresse à Madame Viau, concernant la procédure d'achat innovant, encore une fois. À savoir, combien de temps est-ce que ça vous a pris pour justement signer cette procédure-là et aller au bout? Pardon, j'avais éteint le micro. Alors, pour tout vous dire, je n'étais pas là encore. Mais ça a commencé, je pense qu'il y a eu quelques mois, mais je sais que c'est moins de 6 mois. Mais je ne sais pas si quelqu'un peut vous répondre directement aujourd'hui, je ne pense pas. Alizé, oui. Je vais moi-même chercher le micro. Tu fais bien, je te cherchais en fait. Oui, je voyais. Effectivement, donc moi j'ai pu suivre le projet avec Philippe Rapin, qui est fondateur de la start-up Urban Radar. Donc comment ça s'est passé? C'est qu'initialement il y a eu vraiment des discussions plutôt avec les services. Services tout d'abord innovation, donc dans l'équipe de Philippe Portelli qui a témoigné ce matin. On a eu un cadrage du projet itératif avec plusieurs services qui a mené à une présentation à des élus, justement, qui ont dit « Ok, on y va ». Ça a pris à peu près, je dirais, 3-4 mois en fait, de structuration du projet en allant chercher différents services. Et après, sur la contractualisation, je pense qu'on était, alors c'était il y a peut-être maintenant 1 an et demi, on a mis 2-3 mois, je pense, à passer un go des élus à trouver le bon cadre juridique, à itérer avec les services juridiques. Donc, c'est pas moi qui itérais avec, c'était Hervé Krieger qui était anciennement dans l'équipe de Philippe Portelli. Voilà. Mais ce qui a été un vrai outil, et je réinsiste dessus, et Caroline, tu l'as dit, ça a été le fait qu'on puisse mettre à disposition un modèle de contrat d'achat d'innovation, parce qu'effectivement, l'Eurométropole de Strasbourg n'était pas familière de cette procédure de l'achat d'innovation à moins de 100 000 €. Et donc, le fait d'avoir un contrat type, ça permet justement au chef de projet côté métier, donc Hervé Krieger, de justement entrer en itération avec son service juridique, son service achat, pour redresser cette convention. Donc voilà, on va dire au moment de la décision d'aller dans le projet à la contractualisation, je dirais 2-3 mois. Merci. Et ma deuxième question, si je peux, ce serait pour Monsieur Hainaut, concernant l'enveloppe que vous avez réussi à développer avec l'Eurométropole de Metz. Comment est-ce que vous définissez les solutions qui seraient éligibles à entrer dans cette enveloppe-là ? Est-ce que ce seraient des solutions qui n'ont jamais expérimenté avant, ou bien des solutions qui sont innovantes mais qui ont quand même déjà expérimenté avec d'autres collectivités seraient potentiellement éligibles? Alors, à la base, comme ça a été dit précédemment, il y a un cahier des charges. Donc, la réponse, l'éligibilité se fait en réponse au cahier des charges. Et comme on est dans le cadre d'une consultation classique, je définis des critères d'évaluation de chacun des dossiers que je vais recevoir. Alors, évidemment, le travail il se fait en amont. C'est-à-dire que le cahier des charges, je ne le fais pas tout seul. Je le fais... En gros, c'est un triangle. On parlait d'un binôme, mais je préfère dire un triangle. Parce que des gens comme moi, moi, je ne suis pas dans une direction métier, je suis en transversalité. Donc, je suis le pilote de ces expérimentations. Il y a à l'intérieur de la collectivité, il y a un référent environnement, mobilité ou autre. Et puis évidemment, il y a les entreprises. Donc je fais un travail d'élaboration du cahier des charges. J'essaye de faire quelque chose qui est à la fois réaliste en termes d'offres, de solutions, et une expression de besoin qui est réelle. Après, pendant toute la procédure, et même en amont, je suis capable de discuter avec les entreprises, le cadre
législatif le permet, le cadre juridique le permet, donc je discute pour que mon document soit le plus pertinent possible. Et j'essaye de faire en sorte que j'ai au moins une solution qui soit adaptée. Donc tout rentre à partir du moment où vous êtes en visibilité. Parce qu'évidemment, je vais faire une consultation restreinte, donc je vais consulter plutôt des entreprises que je connais et que j'ai identifiées, donc soit en travaillant avec Alizé sur le programme Grand Testeur, soit en connaissant l'écosystème local, soit en ayant des opportunités, comme cet après-midi, on va discuter avec Urban Radar. Voilà, donc moi je vous invite, si vous voulez venir me voir cet après-midi, on peut enrichir la discussion. J'en profite pour dire un point que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais qui peut être extrêmement utile pour les offres de solutions. Quand on parle d'expérimentation, on parle forcément de sujets qui peuvent être pérennisés. Pérenniser un sujet, notamment un sujet d'innovation et de transition, ça passe par une exploitation, une supervision 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des délais d'intervention qui peuvent être exigés. Moi, j'invite les porteurs de solutions à imaginer comment ils peuvent se rapprocher d'acteurs de proximité. Alors ça peut être des grands groupes ou des grosses PME qui ont une présence sur le territoire. Et je peux vous dire, quand je disais je gagne et j'apprends, j'ai appris quelque chose récemment, c'est qu'il y a un certain nombre de start-up qui peuvent être éloignées du territoire visé, qui ont tout intérêt à aller se rapprocher d'un acteur national pour que cet acteur national soit, entre guillemets, leur distributeur, ce qui offre à la start-up une capacité à agir en proximité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des garanties de temps rétablissement qui seront peut-être plus efficaces que si elles le font de Reims jusqu'à Strasbourg. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, n'hésitez pas. Alors, il y a des grands groupes qui savent parler aux start-up, il y a des grands groupes qui ne savent pas parler aux start-up. Hein, j'ai les noms, donc je pourrais vous conseiller. Mais globalement, c'est important parce que ça vous met en visibilité, ça vous mettra aussi dans le catalogue de ces grands groupes qui parlent de Smart City, mais qui finalement ne comptent que sur des startups pour agir dans le monde de l'environnement, de la mobilité. Et j'ai au moins 2 exemples sur les 5 expérimentations que j'ai lancées cette année qui montrent que c'est un deal gagnant-gagnant pour la startup et évidemment pour le grand groupe et évidemment pour le territoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, bonjour, Benoît Cuvelier de Nantes Métropole. Je m'occupe d'un dispositif qui s'appelle le Nantes City Lab, qui est un dispositif pour aider à mettre en place des solutions innovantes sur la métropole nantaise. J'aurais une question pour Madame Sabatier, merci pour toute la présentation que vous avez faite. Mais dans la première table ronde, ou la table ronde précédente, il y avait référence à la lettre de commande. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou vous dire votre sentiment par rapport à cet objet juridique ou non? Alors, merci de votre question. La lettre de commande, pour moi, juridiquement, c'est pas, ça ne répond pas à une définition qui serait réglementaire. Je pense que dans les termes utilisés par l'intervenant, ça visait, par exemple, un bon de commande ou un marché, en fait, qui devait être d'un montant très faible. Lettre de commande, pour moi, ça évoque un outil qui relève de la commande publique, qui traduit donc le besoin identifié par un acheteur, qui va donc commander auprès de l'acteur privé cet achat. Mais ça ne répond pas, à mon sens, à autre chose qu'à cet outil-là. Donc pour moi, ça évoque une solution qui relève du code de la commande publique et possiblement un marché de gré à gré en dessous de 40 000 €. Alors juste une précision sur cette catégorie de marché en dessous de 40 000 €. Effectivement, de façon générale, mais a fortiori dans ce domaine de l'innovation, ne verrouillez pas au sein de vos collectivités trop fort l'obligation de solliciter 3 devis, ni de passer obligatoirement par une publicité à compter de 10, 15, 20 000 €. Il faut de la souplesse. Le droit ne vous oblige à aucune publicité ni mise en concurrence pour cette catégorie de marché. Alors, il ne faut pas faire du saucissonnage. Hein, on ne fait pas un marché de moins de 40 000 € tous les lundis matins. Mais on n'est pas obligé dans les guides internes des achats, les règlements intérieurs ou les manuels d'achat, tout le monde
l'appelle comme bon lui semble, de s'obliger à un dispositif trop contraignant là où le Code de la commande publique n'oblige pas les acheteurs à engager une publicité ou une mise en concurrence. Oui, Barbara Zenou, Eurométropole de Strasbourg. Moi, j'avais une question. J'ai expérimenté les dialogues compétitifs, les variantes et les choses comme ça. Et concrètement, on est aussi vite confronté à un problème entre les différents concurrents, même si on en a deux. Le problème, c'est qu'on est obligé de contractualiser des informations qui sont quand même sont un problème de divulgation, d'innovation. C'est-à-dire que si vous savez que l'un des candidats a cette innovation et elle vous intéresse, vous ne pouvez pas l'utiliser comme élément déterminant parce que quelque part, vous dévoilez l'innovation dans un domaine qui est encore assez compétitif. Donc ça, aujourd'hui, concrètement, comment on peut faire ? Alors, elle est très intéressante, votre question. Elle supposerait une réponse assez développée. Mais déjà, vous évoquez les variantes et vous évoquez le dialogue compétitif. Alors, le dialogue compétitif, c'est un peu une procédure qui a pour danger de divulguer des informations qui relèvent effectivement du secret industriel et commercial et qui peuvent toucher aux procédés innovants de telle ou telle entreprise. Donc, je pense que dans cette procédure-là, quand on veut favoriser une procédure innovante, il vaut mieux fixer un critère de jugement des offres, de sorte que l'acheteur n'est donc pas obligé d'arrêter au sein du cahier des charges, de façon trop détaillée et trop figée, le procédé innovant qu'il veut acheter. Parce que ce faisant, on pourrait quand même vous soupçonner de fermer la concurrence et aussi de divulguer, comme vous venez de le souligner, des informations à un opérateur concurrent. Donc, quand on sait que, et c'est des choses dont on peut avoir connaissance dans le cadre d'un sourcing, quand on sait qu'une entreprise est susceptible de proposer un procédé innovant, il vaut mieux fixer un critère de jugement des offres en rapport avec l'objet du marché, et donc non discriminatoire, qui va tendre à départager les candidats sur cet élément discriminant-là, plutôt que de développer dans le cahier des charges un procédé qui, en fait, ne pourrait être satisfait que par un opérateur. Jacqueline Essig, Eurométropole de Strasbourg, direction du numérique. Je suis sur un travail avec une société ici présente. On a tous les indicateurs au vert, a priori, pour mettre en place un marché d'innovation, sauf un qui vient nous bloquer, c'est la computation des seuils. Donc là, on a un outil juridique qui vient nous bloquer. Computation des seuils sur une nomenclature d'achat. Dans une collectivité où on a quand même des achats multiples sur des natures très multiples, donc forcément on est très vite coincé. Voilà, il y a d'autres services qui ont passé un achat sur cette même nomenclature avant nous, donc ça nous coince. Comment faire ? Alors effectivement, vous devez avoir une nomenclature des achats uniforme à toutes les directions, et j'imagine que dans votre collectivité, il y en a beaucoup. Alors, est-ce qu'il n'est pas possible, alors pour tout le monde, la computation des seuils, effectivement, ça oblige l'acheteur, je dis ça pour les entreprises privées qui sont là, à cumuler sur une durée, disons, d'1 an, les achats de même nature, qui relèvent de même famille. Donc déjà, il faudrait savoir si votre nomenclature, elle n'est pas trop précise. Parce qu'à ce moment-là, vous fermez effectivement beaucoup de possibilités d'achat. Après, si l'achat en question est strictement identique à un achat qui a été passé 2 mois avant, il est certain qu'on est face à une difficulté juridique
j'ai du mal à surmonter au moment où je vous parle. Il faudrait peut-être essayer de rattacher ça à une autre famille d'achat ou présenter l'achat de façon différente. Mais vous avez raison de souligner que la computation des seuils peut être bloquante pour les marchés d'innovation en dessous de 100 000 euros, mais aussi pour les marchés à moins de 40 000, comme je le disais, puisqu'on n'a pas le droit à ce moment-là de saucissonner dans ce cas-là. Et si vous attendez l'année prochaine, et que vous faites ça le 1er janvier, avant les autres, ça peut marcher ? Merci. Est-ce qu'il y a encore une question, une dernière question ? Christophe Bachmann, dirigeant en Oremat et une start-up qu'on pourrait appeler Acopilote. Question qui n'est pas agréable et qui passe vite fait dans le guide qui est sur vos tables. La question de l'API. Est-ce qu'il y a une doctrine claire ? J'ai mis 10 ans pour clarifier une doctrine avec l'Université de Nancy. Quelque chose de simple qui évite qu'on passe des heures dessus. Est-ce que la région, je vais prendre la région ou dans ces programmes de test, est-ce qu'il y a une doctrine de données ou est-ce qu'on livre cours aux avocats ? Moi, j'aime bien le simple. Pays, propriété intellectuelle, hein. Brevet, tout. Si on peut prendre des brevets et... Est-ce que les collectivités, comme certaines universités, je prends l'exemple de certaines universités, cherchent à valoriser des éléments de propriété intellectuelle qui auraient été co-développés ou co-inventés lors d'expérimentations conjointes ? Je vois pas de difficulté particulière. Hein, donc, Bon, bah, s'il n'y a pas de difficulté... Non, mais en fait... l'accompagnement peut fonctionner aussi. Hein. Alors, de par le passé, j'ai eu des universitaires qui ont cherché à déposer de leur côté des brevets issus de travaux conjoints. Voilà, c'est un cas précis. Donc, est-ce que ça c'est réglé ? Est-ce que... Alors c'est même, j'allais même dire, c'est même, je veux pas dire, enfin souhaité, mais en tout cas, c'est même plutôt conseillé ou souhaité. Au contraire, tout ce qui est collaboratif, en particulier, que ce soit avec le monde universitaire ou autre, ou collectivité ou autre, peut être tout à fait encouragé. Oui. Je suis favorable à la politique de brevet. Simplement, derrière un brevet, il y a des coûts pour le déposer, il y a des coûts d'entretien, et éventuellement des revenus. Je dis bien éventuellement, c'était quand même assez rare dans les projets de recherche. Ouais. Non, juste pour indiquer que dans l'accompagnement qu'on peut prendre en compte, la seule chose qu'on ne prendra pas en compte, c'est le brevet lui-même. Mais sur la partie, tous les coûts en amont ou même en aval peuvent faire l'objet d'une d'aide sous forme soit sur du fonctionnement ou soit même, le cas échéant, sur de l'investissement, si tant est qu'il y ait une question investissement. Et déclaration d'inventeur. Oui. Oui, moi, juridiquement, je comprends votre question comme relevant des droits d'utilisation des résultats Tout à fait. du procédé innovant. Et ça, c'est une vraie question très importante et c'est la raison pour laquelle j'ai donné 2 conseils à la fin de mon intervention, dont un qui était d'assurer la traçabilité de la contractualisation et de bien écrire qui fait quoi et notamment quels sont les droits d'utilisation des résultats. Donc en termes de propriété intellectuelle, il est essentiel de prévoir qui va acquérir les résultats et pourra les utiliser. Et le principe, c'est tout de même que c'est l'entreprise privée qui est, en termes de propriété intellectuelle, l'auteur et le créateur du procédé. Et j'ai fait un guide sur l'innovation avec un closier sur la propriété intellectuelle que je pourrais vous transmettre après la séance, si vous voulez, avec des clauses types, justement dans ces domaines de l'innovation
et de la répartition des droits de propriété intellectuelle, mais c'est un vrai sujet auquel les deux parties doivent absolument faire attention. Je peux vous faire un retour d'expérience parce que je parlais de Thalios tout à l'heure. Donc, quand on a expérimenté leurs produits, donc on a financé un développement parce que évidemment leur produit initial, hein, c'était du pointage en mobilité, il répondait pas directement aux problèmes de sécurité dans la déchetterie dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, ça a permis à Thalios de développer d'autres produits, une nouvelle ligne de produits, et donc d'aller sur d'autres marchés. Et je me rappelle à l'époque, le patron de Thalios, Pierre Franck, que vous connaissez certainement, il m'appelle, il me dit « Je te dois combien ?» Et en fait, c'était une question qui m'a étonné. Et la réponse que j'ai faite est la suivante. C'est de dire « Écoute, tu dois rien. Simplement, rappelle-toi que c'est grâce au territoire sur lequel tu as ton siège social que tu vas pouvoir te développer. Et un territoire qui voit une entreprise se développer en disant je suis né à Metz, etc. Ben voilà, c'est tout le retour. Il n'y a pas d'autres revendications du territoire. Mais évidemment, la question, elle peut se poser à plus grande échelle. Mais je pense que le deal entre un territoire et une entreprise, c'est bien cette logique de valoriser les entreprises et les projets entrepreneuriaux qui se créent. Donc c'est aussi une voie de valorisation pour le territoire. Juste pas pour compléter, mais pour évoquer, enfin, la question que vous avez posée, c'est un problème qu'en fait, et rarement, alors vous avez posé la problématique, c'est une problématique où se posent rarement les porteurs de projets quand on les rencontre sur le partage des, comment dire, si c'est un brevet ou quoi au caisse, ou sur la valorisation d'un procédé innovant. Mais c'est parce que la question ne se pose pas parce qu'on n'a pas assez de recul parfois sur des problèmes qu'il peut y avoir ou des contentieux qu'il peut y avoir à terme. Mais c'est vrai que c'est une bonne question, peut-être qu'on ne pose pas souvent au démarrage d'un projet qui nous est présenté. Bah, merci donc pour toutes ces questions. Je pense qu'on a atteint voilà, on a même dépassé. Il y a beaucoup de questions. On a même dépassé le temps imparti. Donc, merci à tous les intervenants de cette table ronde pour votre participation et votre témoignage. On va juste, avant de se déplacer sur le cocktail, juste 2 minutes de présentation de l'équipe. Je me permets tout d'abord juste de rebondir sur les questions-réponses que j'ai entendues, et notamment ces sujets de propriété intellectuelle. Et aussi, il y a un gros sujet que se posent les collectivités actuellement, sur tout ce qui est propriété et protection de la donnée. Aussi, c'est des gros sujets autour de ces projets d'innovation. Il faut savoir que sur le sujet de propriété intellectuelle, un premier ajout que je voulais peut-être apporter, c'est qu'on a aussi des collectivités qui souhaitent avoir la propriété intellectuelle des solutions qu'elles développent avec des opérateurs économiques. Ça peut être posé dans le cadre d'un cadre juridique très spécifique. On voit par exemple le cas sur le territoire régional de la communauté de communes PIO Val d'Alzette qui a développé une plateforme Smart City dont elle en a la propriété aujourd'hui. Et sur le sujet plus globalement de comment les collectivités territoriales peuvent s'approprier ce sujet de la propriété intellectuelle, mais aussi de la propriété de données, de qu'est-ce qu'elles sont en mesure de faire, comment elles peuvent se protéger aussi, parce que c'est aussi un gros enjeu pour elles, même si elles sont peut-être moins formées que les opérateurs économiques. Il faut savoir qu'on a également développé un guide qui sera sans doute en rebond à celui de Maître Sabatier, où on a des clauses que les collectivités peuvent insérer dans leur contrat justement autour de projets d'innovation pour se protéger, soit la propriété intellectuelle, soit leurs données, soit voilà. Donc tout ça, c'est des vrais sujets aujourd'hui prégnants autour des sujets d'innovation. Et donc il y a également un guide qu'on peut vous transmettre si vous le souhaitez.